La lumière bleu pâle de l'écran illuminait le visage concentré de Léa. Ses doigts volaient sur le clavier avec la passion de quelqu'un qui change le monde, ligne de code après ligne de code. Dans sa chambre d'enfant, entourée des peluches de ses 15 ans et des posters décolorés, elle construisait son rêve, Sécureur. Encore une notification, murmura-t-elle en voyant apparaître le message d'une utilisatrice test. Votre application m'a sauvé la vie. Mon ex ne peut plus me localiser. Merci. Le cœur de Léa se serra d'émotion. Chaque message comme celui-ci lui rappelait pourquoi elle travaillait 15 heures par jour depuis 6 mois. Son application permettait aux femmes en danger de disparaître numériquement, de changer d'identité virtuelle, de demander de l'aide sans laisser de traces. Elle ajusta ses lunettes et replongea dans son code quand la porte explosa. Elle accent aigu A. Sa mère se tenait dans l'encadrement, les cheveux en bataille, le visage rouge de colère. Derrière elle, la télévision hurlait les informations du matin. Ça suffit maintenant. Lâche cet ordinateur, grandis un peu et va travailler, parasite. Les mots claquèrent comme des gifles. Léa leva lentement les yeux, habituée aux crises matinales de sa mère, mais cette fois quelque chose était différent dans son regard. Une rage plus profonde, plus désespérée. Maman, je travaille. Mon application va aider des milliers de FEM. Des femmes? Sa mère éclata d'un rire amer. Tu n'es qu'une rêveuse. Regarde-toi. 23 ans, toujours dans ta chambre d'enfant, à jouer avec tes gadgets. Madame Ben Ali m'a encore demandé pourquoi tu ne veux pas rencontrer son fils Ahmed. Un garçon sérieux, lui. Un vrai travail. Léa sentit la colère monter. Combien de fois avait-elle eu cette conversation? Combien de fois avait-elle tenté d'expliquer que l'informatique était son métier, sa passion, son avenir? Je ne veux pas me marier avec Ahmed. Je veux créer ma propre entreprise. Une entreprise. Sa mère leva les bras au ciel. Avec quoi? Tu n'as même pas 1 euro en poche. Tes projets révolutionnaires ne paient pas les factures. Ton père et moi, on travaille comme des esclaves pendant que mademoiselle joue à l'entrepreneur. Cette fois, c'en était trop. Léa ferma doucement son ordinateur portable et se leva. Dans le reflet de la fenêtre, elle vit son propre visage, déterminé, blessé, mais plus fort qu'avant. Tu as raison, maman. Il est temps que je grandisse. Sa mère, surprise par ce ton calme, recula d'un pas. Bien. Il était temps que tu comprennes. Demain, tu vas avec moi chez Madame Ben Ali et... Non. Le mot tomba comme une sentence. Léa ouvrit son armoire et commença à sortir ses vêtements. Sa mère la regardait, incrédule. Qu'est-ce que tu fais? Je pars, maman. Je vais prouver que les rêves des femmes comptent. Ses mains tremblaient légèrement en pliant ses affaires, mais sa voix restait ferme. Dans sa tête, elle entendait encore le message de cette femme sauvée par son application. Elle pensait à toutes celles qui attendaient qu'elle termine son projet. Tu ne peux pas partir. La voix de sa mère se brisa soudain. Tu es ma fille. Léa se retourna et vit pour la première fois des larmes dans les yeux de sa mère. Son cœur se serra, mais elle ne pouvait plus reculer. Et moi, je t'aime, maman. Mais je dois faire ça. Pour moi, pour toutes les femmes qui ont besoin d'aide. Elle glissa son ordinateur dans son sac, prit ses économies cachées sous son matelas, 230 €, tout ce qu'elle possédait au monde, et se dirigea vers la porte. Dans la cuisine, elle prit un papier et écrivit rapidement « Je vais prouver que les rêves des femmes comptent. Je vous aime malgré tout. Léa ». Elle colla le mot sur le réfrigérateur, à côté de la photo de famille de ses 18 ans, où elle souriait innocemment entre ses parents. Ce soir-là, cette fille innocente n'existait plus. Léa ouvrit la porte d'entrée. L'air froid de novembre la gifla, mais elle ne frissonna pas. Pour la première fois de sa vie, elle était libre. Derrière elle, elle entendit sa mère crier son nom, mais elle ne se retourna pas. Elle avait un monde à changer. Dans sa chambre abandonnée, l'écran de l'ordinateur s'éteignit lentement. Mais quelque part dans les serveurs d'Internet, Sécureur continuait de sauver des vies, une notification après l'autre. 3 jours après avoir quitté la maison,
Léa fixait l'écran de son téléphone dans un café internet de Belleville. Son compte en banque affichait 62 €. 3 nuits d'hôtel miteux avaient englouti la moitié de ses économies. Merde, murmura-t-elle en faisant défiler les annonces de location sur le Bon Coin. Tout était trop cher, même les chambres de bonne minuscules. Tu cherches un logement? Léa leva les yeux. Une jeune femme aux cheveux courts et colorés la regardait depuis l'ordinateur d'accent grave côté. Ses ongles étaient peints de couleurs différentes et elle portait un sweat à capuche trouée au coude. Oui. Mais tout est hors de prix. Je m'appelle Amira. La fille lui tendit la main avec un sourire franc. Tu as l'air dans la galère. Comme nous toutes ici. Léa serra la main tendue, surprise par cette spontanéité. Léa. Eh oui, je suis dans la galère totale. On a peut-être une solution. Amira se rapprocha en baissant la voix. Tu connais l'application Sisterhood? C'est fait par des femmes, pour des femmes. Colocation, entraide, job. Tout y est. Le cœur de Léa s'accéléra. Une application d'entraide féminine? Exactement le type de projet qui l'inspirait. Montre-moi ça. En quelques clics, Amira lui présenta l'interface. C'était simple, efficace, sécurisé. Des centaines d'annonces de femmes proposant hébergement, travail, soutien. Regarde, là. Amira pointa une annonce. Colloque féminine à Belleville. 280 € par mois, charges comprises. Elle cherche quelqu'un qui bosse dans le numérique. Léa n'en croyait pas ses yeux. L'annonce semblait écrite pour elle. Tu crois que j'ai mes chances? Avec ta tête de première de la classe qui veut changer le monde? Elles vont t'adorer. 2 heures plus tard, Léa sonnait à la porte d'un immeuble délabré mais plein de caractère. L'appartement au 4e étage sans ascenseur était lumineux, décoré de plantes vertes et de photos de voyage. Salut. Tu dois être Léa. 3 filles l'accueillirent chaleureusement. Sarah, 26 ans, graphiste freelance. Nour, 24 ans, étudiante en droit et militante associative. Et Zoé, 28 ans, développeuse web dans une start-up. Raconte-nous ton projet, dit Zoé en servant le thé à la menthe. Léa hésita une seconde, puis se lança. Elle leur parla de Sécureur, de sa vision d'aider les femmes victimes de violences, de sa dispute avec sa famille, de son rêve de créer quelque chose d'utile. Putain, c'est génial, s'exclama Sarah. On a justement besoin de quelqu'un comme toi ici. Moi, je peux t'aider pour les aspects juridiques, proposa Nour. Je fais du bénévolat dans une association d'aide aux victimes. Je connais leurs besoins. Et moi, je peux jeter un œil à ton code si tu veux, ajouta Zoé. À 4 cerveaux, on ira plus loin. Léa sentit les larmes monter. Pour la première fois depuis des mois, elle n'était plus seule face à son projet. Vous feriez ça? Sans me connaître? C'est ça, la sororité, sourit Nour. On se serre les coudes. Tes galères d'aujourd'hui, on les a toutes vécues. Le soir même, Léa s'installait dans sa nouvelle chambre. Petite mais cosy, avec vue sur les toits de Paris. Elle ouvrit son ordinateur et découvrit un message sur sa boîte mail professionnelle. Bonjour Léa, je m'appelle Théo Martineau, graphiste freelance. J'ai entendu parler de votre projet Sécureur par une amie commune. Votre cause me touche beaucoup. Ma sœur a été victime de violences conjugales. Je serais honoré de créer gratuitement l'identité visuelle de votre application. Voici mon portfolio. J'espère que mon travail vous plaira. Théo. Léa cliqua sur le lien. Le portfolio était magnifique. Des créations sensibles, puissantes, exactement dans l'esprit qu'elle imaginait pour son app. Elle regarda par la fenêtre les lumières de Paris qui scintillaient. 3 jours plus tôt, elle était une fille perdue avec 230 € et un rêve fou. Ce soir, elle avait un toit, des amis, des collaboratrices et un graphiste talentueux qui croyait en son projet. Elle commença à taper sa réponse à Théo. Bonjour Théo, votre message tombe à pic. J'aimerais beaucoup discuter avec vous de Sécureur. Êtes-vous libre demain soir pour un café? PS, votre portfolio est exactement ce que j'imaginais pour mon projet. Léa.
Avant d'envoyer, elle ajouta. PPS. Merci de croire aux rêves des femmes. Elle appuya sur « Envoyer » et ferma son ordinateur avec un sourire. Demain, elle rencontrerait peut-être l'homme qui donnerait un visage à son rêve. Mais ce soir, pour la première fois depuis longtemps, Léa Ben Ali s'endormit heureuse. Dans sa chambre de Belleville, bercée par les bruits de la capitale, elle rêva d'applications qui sauvent des vies et d'hommes qui respectent les ambitions des femmes. Pendant ce temps, dans un autre quartier de Paris, Théo Martineau regardait son téléphone vibrer. Un message de Léa. Il sourit et éteignit sa lampe de bureau. Demain serait un grand jour. Le café, chez Mariam, sentait bon la cannelle et le miel. Léa arriva en avance, nerveuse comme une adolescente à son premier rendez-vous. Elle commanda un thé à la menthe et s'installa près de la fenêtre, observant les passants de la rue Oberkampf. À 19 heures précises, un homme aux cheveux châtains et aux yeux verts poussa la porte. Il portait un sac en toile usée et cherchait quelqu'un du regard. Leurs yeux se croisèrent et il sourit. Léa. Théo Martineau. Sa poignée de main était ferme mais douce. Il s'assit en face d'elle et commanda un café. Merci d'avoir accepté de me rencontrer, dit-il. Votre projet m'a vraiment touché. Léa étudia son visage. Pas de condescendance, pas de cette arrogance qu'elle avait apprise à déceler chez les hommes qui voulaient aider les petites femmes. Juste de la sincérité. Parlez-moi de votre sœur, dit-elle directement. Théo baissa les yeux un instant. Emma. Elle a 25 ans. Il y a 2 ans, elle vivait avec un homme qui... Sa voix se brisa légèrement. Elle n'arrivait pas à partir. Il contrôlait tout, son téléphone, ses sorties, son argent. Quand elle a enfin trouvé le courage de le quitter, il la harcelait. Il connaissait tous ses mots de passe, toutes ses habitudes. Léa hocha la tête. Elle connaissait cette histoire par cœur. 1000 variantes du même cauchemar. Comment s'en est-elle sortie? En disparaissant complètement. Nouveau numéro, nouveau logement, nouveau travail. Mais elle a dû recommencer sa vie à zéro. Il releva les yeux vers Léa. Votre application aurait pu lui éviter des mois d'angoisse. Ils parlèrent pendant 2 heures. Théo lui montra ses premières esquisses pour Sécureur, un logo délicat mais fort, une charte graphique rassurante mais moderne. Léa était bluffée. C'est exactement ce que j'imaginais, murmura-t-elle en feuilletant ses croquis. En rentrant chez elle, Léa trouva ses colocataires réunis dans le salon, l'air sombre. Qu'est-ce qui se passe? Nour leva son téléphone vers elle. Tes parents. Ils ont signalé ta disparition à la police. L'info circule sur les réseaux sociaux du quartier. Le cœur de Léa se serra. Sur l'écran, elle vit une photo d'elle datant du lycée, avec la mention « Jeune fille disparue, famille inquiète ». Il y a pire, ajouta Sarah. Regarde les commentaires. Léa parcourut les messages. La plupart étaient bienveillants, mais certains la jugeaient durement. Une fille bien élevée ne fait pas ça à ses parents, elle leur manque de respect, elle va le regretter. Ça me fait mal au cœur, avoua Léa. Je ne voulais pas leur faire de peine. Tu veux qu'on t'aide à les contacter? Proposa Zoé. Léa secoua la tête. Elle n'était pas prête. Pas encore. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle pensait à sa mère, à cette colère dans ses yeux le matin de son départ. Pour la première fois, elle essaya de comprendre d'où venait cette rage. Elle se souvenait de sa mère adolescente, dans les vieilles photos de famille. Souriante, les yeux pétillants, un carnet de croquis toujours à la main. Sa grand-mère lui avait raconté que sa mère rêvait de devenir architecte. Qu'est-ce qui t'est arrivé, maman? Murmura Léa dans le noir. Le lendemain matin, elle appela sa grand-mère Fatima. Léa, ma chérie. Où es-tu? Tes parents sont fous d'inquiétude. Grand-mère, je vais bien. Mais j'ai besoin de comprendre quelque chose. Maman, elle voulait vraiment devenir architecte? Un long silence. Oh, ma petite. Oui, elle en rêvait. Elle était si douée. Mais quand elle a rencontré ton père, elle est tombée enceinte très vite. Dans notre famille, à l'époque, elle a dû abandonner ses études. Elle n'avait pas le choix. Ton père était un bon homme, mais les mentalités.
Une femme mariée ne travaillait pas. Elle devait s'occuper de la maison, des enfants. Léa ferma les yeux. Tout s'éclairait soudain. Elle a sacrifié ses rêves pour nous. Et maintenant, elle a peur que tu fasses la même erreur qu'elle. Que tu rêves trop haut et que tu tombes. Après avoir raccroché, Léa s'assit devant son ordinateur. Pour la première fois depuis son départ, elle écrivit à sa mère. « Maman, je sais maintenant pourquoi tu as eu si peur quand je t'ai parlé de mes projets. Tu as sacrifié tes rêves d'architecte pour nous élever. Je vais prouver que tes sacrifices n'ont pas été vains. Je vais réussir. Pour moi, mais aussi pour la femme que tu aurais pu devenir. Je t'aime. Léa. » Elle n'envoya pas le message. Pas encore. Mais elle le sauvegardia dans ses brouillons. Le soir, Théo lui envoya les premiers visuels définitifs de Secureur. C'était magnifique, un design qui inspirait confiance et sécurité, avec une pointe de modernité qui donnait envie de télécharger l'application. « Tu es génial », lui écrivit-elle. « J'ai hâte qu'on présente ça au monde. » Moi aussi. Et Léa, j'ai hâte de mieux te connaître. Elle sourit en lisant ces mots. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir lui semblait lumineux. Mais elle ne savait pas encore que dans quelques semaines, une femme au sourire charmeur et aux intentions ténébreuses allait frapper à sa porte. Cette nuit-là, dans sa maison de banlieue, la mère de Léa relisait pour la 100e fois les vieux carnets d'architecture qu'elle avait cachés depuis 25 ans. Sur l'une des pages jaunies, elle avait écrit « Un jour, je dessinerai des maisons pour que les gens soient heureux. » Elle caressa ces mots du bout des doigts et, pour la première fois depuis des années, elle se demanda s'il n'était pas trop tard pour recommencer. L'auditorium de la Pépinière 27 était bondé. 150 startups présentaient leurs projets devant un jury d'investisseurs. Léa serrait ses notes dans ses mains moites. Dans 3 minutes, ce serait son tour. Candidat numéro 127, Léa Ben Ali, projet Secureur. Son cœur battait si fort qu'elle craignait que tout l'auditorium l'entende. Elle monta sur scène, ajusta le micro et regarda les visages impassibles du jury. Mesdames et messieurs, combien de femmes dans cette salle ont déjà eu peur de rentrer seules chez elles le soir? Plusieurs mains se levèrent. Léa sourit. Secureur n'est pas juste une application. C'est un bouclier numérique pour les femmes en danger. Elle expliqua son système, géolocalisation fantôme, contact d'urgence crypté, effacement automatique des traces numériques. En 4 minutes, elle vendit son rêve avec la passion de celle qui l'avait vécu. Question, demanda la présidente du jury. Une femme élégante au premier rang leva la main. Quarantaine, tailleur impeccable, regard perçant mais bienveillant. Clara Moreau, Moreau Invest. Quel est votre modèle économique? Premium. Version de base gratuite, fonctionnalités avancées payantes. Mais notre priorité est l'impact social, pas le profit. Clara hocha la tête, visiblement impressionnée. Combien cherchez-vous à lever? 100 000 € pour commencer. Et si je vous proposais 5 fois plus? Le silence tomba sur l'auditorium. Léa vacilla. Pardon? 500 000 €. Pour développer Secureur à l'échelle européenne. Les applaudissements éclatèrent. Léa descendit de scène sur un nuage. Après la cérémonie, Clara l'aborda dans le hall. Félicitations pour le premier prix. Voulez-vous qu'on discute? Elles s'installèrent dans un café proche. Clara commanda un expresso, Léa un thé, ses mains tremblant encore d'émotion. Votre projet me rappelle mes débuts, dit Clara. Moi aussi, j'ai voulu changer le monde. Vous avez réussi. Moreau Invest, c'est l'un des plus gros fonds d'investissement féministes d'Europe. Clara sourit, mais quelque chose de froid passa dans ses yeux. Le succès a un prix. Êtes-vous prête à le payer? Que voulez-vous dire? Fini les nuits blanches dans votre colocation de Belleville. Fini les économies de bout de chandelle. Je vous offre des bureaux, une équipe, un salaire. Mais en échange, vous me laissez guider votre stratégie. Léa hésita. C'était le rêve qu'elle n'osait même pas imaginer il y a une semaine. J'aimerais en parler à mes colocataires, à mon graphiste. Bien sûr. Mais ne tardez pas trop. Les opportunités comme celle-ci ne se représentent pas.
Clara lui tendit sa carte et disparut dans un taxi noir. Le soir, Léa retrouva Théo chez Mariam. Il l'attendait avec un bouquet de tournesols. Félicitations, championne. Elle lui raconta sa journée. Il l'écouta attentivement, posant les bonnes questions. Tu as l'air préoccupée. Tu n'es pas heureuse? Si, mais, quelque chose me gêne chez Clara. Elle a parlé du prix du succès. Peut-être qu'elle veut juste te préparer aux difficultés de l'entrepreneuriat? Léa hocha la tête, mais le doute persistait. Théo, si je signe avec elle, tu resteras sur le projet? Évidemment. Ton rêve, c'est le mien maintenant. Il prit sa main par-dessus la table. Ce simple geste envoya des frissons dans tout le corps de Léa. J'aimerais qu'on soit plus que des collaborateurs, murmura-t-il. Léa rougit. Depuis sa rupture avec son ex-petite amie du lycée, elle n'avait jamais ressenti ça pour quelqu'un. Cette envie de partager sa vie avec un homme qui respectait ses ambitions. Moi aussi, avoua-t-elle. Leur premier baiser eut lieu sous les néons du café, entre l'odeur de cannelle et les rires des autres clients. Un baiser tendre, respectueux, plein de promesses. En rentrant, Léa trouva ses colocataires qui l'attendaient avec du champagne. Alors, demanda Nour. Léa leur raconta tout, le concours, Clara, l'offre incroyable, ses doutes. 500 €, s'étrangla Sarah. Léa, c'est énorme. Méfie-toi quand même, dit Amira. En droit, on dit, si c'est trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est. Amira a raison, ajouta Zoé. J'ai googlé Clara Moreau. Officiellement, tout est parfait. Mais j'ai trouvé des témoignages bizarres sur des forums. Des entrepreneurs qui parlent de méthodes agressives. Léa se mordit la lèvre. Ses amis soulevaient les mêmes questions qui la taraudaient. Demande-lui des références. Parle avec d'autres entrepreneurs qu'elle a financés, conseilla Nour. Cette nuit-là, Léa se tourna et se retourna dans son lit. D'un côté, l'opportunité de sa vie. De l'autre, son instinct qui lui criait de se méfier. Elle prit son téléphone et écrivit à Clara. Bonsoir Clara, votre offre m'intéresse énormément. Pourriez-vous me mettre en contact avec d'autres entrepreneurs que vous financez? J'aimerais échanger avec eux sur leur expérience. Merci, Léa. La réponse arriva en moins d'1 minute. Bien sûr, ma chérie. Mais mes autres porteurs de projets sont très occupés. Faites-moi confiance, vous ne le regretterez pas. On se voit demain pour signer? Clara. Léa fronça les sourcils. Pourquoi Clara évitait-elle de donner des références? Et pourquoi cette précipitation pour signer? Elle éteignit son téléphone sans répondre. Demain, elle prendrait la décision la plus importante de sa vie. Mais quelque chose lui disait que Clara Moreau cachait un secret qui pourrait tout détruire. Dans son penthouse du 16e arrondissement, Clara Moreau raccrocha son téléphone après un long appel en anglais. Sur son bureau trônaient les dossiers de 12 entrepreneuses qu'elle avait accompagnées ces dernières années. 12 femmes qui avaient perdu leur entreprise. 12 victimes de sa stratégie implacable. Elle ouvrit le 13e dossier, où s'étalait la photo souriante de Léa. Bientôt, murmura-t-elle. 6 mois plus tard, Léa regardait les chiffres défiler sur son écran avec incrédulité. Sécureur venait de franchir la barre des 50 000 téléchargements. En 1 semaine. Tu réalises ce qui se passe, dit Théo en entrant dans son nouveau bureau de la tour Montparnasse. Tu es en train de révolutionner la sécurité féminine. Léa sourit mais ses yeux restèrent rivés sur les notifications qui n'arrêtaient pas d'arriver. Chaque message était un témoignage de vie sauvée. Grâce à Sécureur, j'ai pu quitter mon mari violent sans qu'il me retrouve. Votre app m'a permis d'effacer mes traces quand mon ex me harcelait. J'ai recommandé Sécureur à toutes mes amies. Merci de nous protéger. Regarde, dit Théo en lui montrant son téléphone. #Sécureur sauve des vies est en trending topic. Léa prit une grande inspiration. En 6 mois, sa vie avait basculé. L'investissement de Clara avait transformé son rêve en réalité. Bureau moderne, équipe de développeurs, campagne marketing. Tout ce qu'elle avait imaginé mais n'osait espérer. Mademoiselle Ben Ali?
La voix de son assistante résonna dans l'interphone. France Inter au téléphone. Ils veulent vous interviewer pour l'émission « Les nouveaux entrepreneurs ». Dis-leur que j'accepte, répondit Léa, encore éblouie par sa nouvelle réalité. Théo s'approcha d'elle et posa ses mains sur ses épaules. Tu es incroyable, tu sais ça? Depuis leur premier baiser, ils étaient inséparables. Théo avait créé toute l'identité visuelle de Sécureur, logo, site web, publicité. Mais surtout, il la soutenait sans jamais essayer de diriger ses choix. Un vrai partenaire. On va fêter ça ce soir, proposa-t-il. J'aimerais bien, mais Clara veut me voir. Réunion stratégique pour l'expansion européenne. Une ombre passa sur le visage de Théo. Elle te convoque souvent en dernière minute, ces temps-ci. Léa haussa les épaules. Clara était exigeante, mais c'était le prix du succès. Et puis, qui était-elle pour critiquer la femme qui avait rendu ses rêves possibles? Le soir, dans le bureau de Clara au sommet de la Tour Eiffel, Léa contemplait Paris illuminé. Clara servit 2 coupes de champagne. À notre succès, dit Clara en trinquant. Notre succès? Voyons, ma chérie, Sécureur n'existerait pas sans moi. Mes capitaux, mes conseils, mes contacts. Léa but une gorgée, mal à l'aise. Clara avait raison, mais quelque chose dans son ton la dérangeait. J'ai une proposition excitante, continua Clara. Un groupe américain veut racheter Sécureur. 50 millions d'euros. Léa manqua de s'étrangler. Quoi? Mais je ne veux pas vendre. C'est mon bébé. Réfléchis. 50 millions. Tu pourrais créer 10 autres applications avec ça. Non, Clara. Sécureur aide des femmes tous les jours. Je ne vais pas l'abandonner pour de l'argent. Le sourire de Clara se figea légèrement. Tu es encore très naïve, Léa. Dans ce milieu, on ne peut pas se permettre d'être sentimental. Je ne suis pas sentimentale, je suis fidèle à mes valeurs. Clara sirota son champagne, réfléchissant visiblement. Très bien. Gardons Sécureur. Mais j'ai quelques ajustements à proposer. Elle sortit un dossier épais. Des partenariats avec des agences de sécurité privées. Elle paierait pour accéder aux données de géolocalisation de nos utilisatrices. Léa se leva d'un bond. Tu es folle? Ces données sont confidentielles. C'est exactement ce que notre app combat. Elle serait anonymisée. Anonymisée, mon œil. Clara, tu proposes de vendre les informations des femmes qu'on protège. Je propose de rentabiliser notre modèle économique. Pour la première fois, Léa vit le vrai visage de Clara. Froid, calculateur, impitoyable. La réponse est non. Tu n'as pas le choix, ma chérie. Lis ton contrat. Léa sentit le sol se dérober sous ses pieds. Quoi? Clause 47. En cas de désaccord stratégique, l'investisseur majoritaire peut imposer ses décisions. Léa arracha le contrat des mains de Clara et lut frénétiquement. C'était là, noir sur blanc. Elle avait signé sa propre perte 6 mois plus tôt. Tu m'as piégé? Je t'ai éduqué. Bienvenue dans le vrai monde des affaires. Léa quitta le bureau en claquant la porte. Dans l'ascenseur qui descendait vertigineusement, elle comprit qu'elle venait de perdre le contrôle de sa propre création. Elle rentra chez elle en larmes. Théo l'attendait avec des sushis et une bouteille de vin. Quand il la vit dans cet état, il lâcha tout et la prit dans ses bras. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle lui raconta tout. La proposition de vente, le chantage aux données, le piège contractuel. Cette garce, explosa Théo. On va se battre. On va trouver un avocat. Avec quel argent? Elle contrôle tout. Théo la serra plus fort. On trouvera une solution. Je te le promets. Cette nuit-là, blottie contre Théo, Léa ne dormit pas. Elle pensait à toutes ces femmes qui comptaient sur Sécureur. Elle pensait à sa mère qui avait renoncé à ses rêves. Elle pensait à Clara qui transformait son projet humanitaire en machine Afrique. Soudain, son téléphone vibra. Un message de son père. Ma fille, j'ai vu ton interview à la télé. Ta mère et moi sommes si fiers.
Mais il faut qu'on se voie. J'ai quelque chose d'important à te dire. Papa. Léa fronça les sourcils. Son père n'envoyait jamais de SMS. Et ce ton grave? Elle regarda l'heure, 2 heures du matin. Pourquoi lui écrivait-il si tard? Une boule d'angoisse se forma dans son ventre. Quelque chose n'allait pas. Très mal. Dans sa chambre de banlieue, le père de Léa éteignit son téléphone et regarda les résultats de ses analyses médicales sur la table de nuit. Le mot « métastase » était souligné en rouge. Il avait caché son cancer à sa famille pendant des mois, mais maintenant... Il ferma les yeux. Sa fille avait besoin de savoir. Avant qu'il ne soit trop tard. Léa poussa la porte de l'hôpital Saint-Louis, le cœur battant. Son père l'attendait dans le couloir d'oncologie, amaigri, le teint gris. Elle ne l'avait pas vu depuis 8 mois. Papa? Il se leva péniblement et la serra dans ses bras. Elle sentit ses os saillir sous sa chemise. Ma fille? Tu m'as tellement manqué. Ils s'assirent côte à côte sur les chaises en plastique bleu. Depuis quand? Demanda Léa, la voix étranglée. Le diagnostic? 6 mois. Mais j'ai commencé à me sentir mal, le jour où tu es parti. Léa ferma les yeux. Le jour de leur dispute. Le jour où elle avait claqué la porte. Papa, pourquoi tu ne m'as rien dit? Je ne voulais pas que tu reviennes par pitié. Ta mère non plus ne sait rien. Elle croit que je fais des heures supplémentaires. Comment tu peux lui cacher ça? Pour la protéger. Comme j'ai voulu te protéger en ne t'appelant pas, il prit sa main. Mais maintenant, j'ai besoin que tu le saches. Les médecins parlent de quelques mois. Léa éclata en sanglots. Tout s'effondrait d'un coup, son père mourant, sa mère dans le mensonge, son entreprise volée par Clara. Je vais rentrer à la maison, dit-elle entre deux hoquets. Non. Continue ton rêve. C'est ce que je veux. Quel rêve, papa? Clara m'a tout pris. Elle lui raconta la trahison, le piège contractuel, l'impossibilité de récupérer ses cureurs. Cette femme t'a manipulé, dit-il calmement. Comme les hommes l'ont fait avec ta mère autrefois. Il sortit son téléphone et lui montra un article de journal. Regarde. Léa lut le titre, une start-up d'aide aux femmes accusées de revendre leurs données personnelles. L'article détaillait comment ces cureurs collaboraient désormais avec des agences de détectives privés. Non. Clara l'a fait. Elle a vraiment vendu les données. Continue à lire. Selon nos sources, plusieurs femmes auraient été retrouvées par leurs agresseurs grâce aux informations fournies par l'application. Nous avons tenté de joindre la fondatrice Léa Ben Ali, sans succès. Le téléphone de Léa explosa de notifications. Des journalistes, des utilisatrices en colère, des associations qui réclamaient des explications. « Ce n'est pas moi, cria-t-elle. Je n'ai jamais autorisé ça. Je sais, ma fille. Mais qui va te croire? Léa scrollait frénétiquement les commentaires sur les réseaux sociaux. Son nom était traîné dans la boue. On l'accusait d'avoir trahi la confiance des femmes pour l'argent. Le pire message lui glaça le sang. À cause de votre app, mon ex-mari m'a retrouvé. Il m'a tabassé hier soir. J'ai perdu mon bébé. J'espère que votre argent en valait la peine. Salope. Léa vomit dans la poubelle de l'hôpital. Papa. Une femme a perdu son bébé. À cause de moi. À cause de Clara. Pas à cause de toi. Mais Léa ne l'entendait plus. Elle était responsable. Elle avait créé cette application, signée avec Clara, permis cette catastrophe. Son téléphone sonna. Clara. Allô ma chérie. Tu as vu les journaux? Quelle publicité? Les téléchargements explosent. Clara, une femme a perdu son bébé. Oh, ça? Un incident isolé. Ça va se tasser. L'important, c'est qu'on soit rentable maintenant. Léa raccrocha, esséhurée. Elle rappela immédiatement. Je veux récupérer mon entreprise. Je vais te rembourser jusqu'au dernier centime. Clara éclata de rire. Avec quel argent? Et puis, c'est trop tard. J'ai déjà revendu tes parts à mes associés américains.
Tu n'es plus que employée, ma chérie. Quoi? Lee t'aimait. Tu es convoqué demain pour signer ton nouveau contrat de salarié. Sinon, c'est la porte. Léa regarda son père, puis l'article qui détruisait sa réputation, puis les messages de haine qui continuaient d'arriver. Papa, je crois que je vais devenir folle. Rentre chez tes amis. Elles vont t'aider. Mais quand Léa arriva à Belleville, l'appartement était vide. Un mot sur la table, Léa, on a reçu des menaces à cause de ton histoire. Sarah et Zoé sont partis chez leurs parents. Moi, je vais chez ma sœur. Désolée. On t'aime mais on ne peut plus te couvrir. Nour. Seule dans l'appartement vide, Léa s'effondra. Elle avait tout perdu, son père mourant, sa mère qui ne savait rien, son entreprise volée, sa réputation détruite, ses amis qui la fuyaient. Elle appela Théo. Messagerie. Elle rappela. Encore messagerie. Un SMS arriva enfin. Léa, des hommes sont venus chez moi. Ils ont dit que si je continue à te voir, ils brûleront mon studio. Je t'aime mais je dois me protéger. Pardon. Théo. Léa laissa tomber son téléphone. Clara avait gagné. Elle avait détruit sa vie méthodiquement, professionnellement. Cette nuit-là, Léa dormit dans la rue pour la première fois de sa vie. Recroquevillée dans un coin de station de métro, elle regardait les rats courir entre ses pieds. Elle avait 23 ans et elle avait tout perdu. Tout. Le lendemain matin, en lisant les journaux abandonnés dans la poubelle, elle découvrit la une de Libération, Léa Ben Ali internée d'urgence après une crise psychotique. Elle n'avait jamais été internée. Clara venait de lui porter le coup de grâce, elle faisait croire au monde entier que Léa était devenue folle. « Mais qu'est-ce que tu m'as fait, salope » murmura Léa en regardant sa photo en première page. Dans son reflet dans la vitrine d'en face, elle vit une femme qu'elle ne reconnaissait plus, cheveux sales, yeux cernés, habits froissés. Clara avait réussi. Elle avait fait d'elle un déchet humain. Au même moment, dans son bureau, Clara Moreau rayait le nom « Léa Ben Ali » sur une liste de 13 noms. 12 étaient déjà barrés. Elle ouvrit le dossier suivant, Emma Dubois, 25 ans, créatrice d'une app de covoiturage féminin. Elle sourit. La chasse pouvait recommencer. 3 semaines que Léa dormait sous les ponts. 3 semaines qu'elle mangeait dans les poubelles des restaurants. Ses vêtements puaient, ses cheveux étaient gras, ses ongles noirs de crasse. Ce matin-là, assise sur un banc du canal Saint-Martin, elle regardait les gens passer. Des femmes élégantes qui se rendaient au travail, probablement CEO d'entreprises florissantes. Il y a un mois, elle était l'une d'elles. « Excusez-moi, vous êtes bien Léa Ben Ali ?» Léa leva les yeux. Une femme d'une 60aine d'années la regardait avec un mélange de tristesse et de reconnaissance. Cheveux gris impeccables, manteau de laine noire, allure distinguée. « Non, vous vous trompez », mentit Léa en baissant la tête. « Si, vous êtes bien elle. J'ai suivi votre histoire dans les journaux. » Léa se prépara à recevoir une volée d'insultes comme celle qui pleuvait sur les réseaux sociaux. « Je m'appelle Isabelle Morvan. Clara Moreau m'a fait exactement la même chose qu'à vous. Il y a 10 ans. » Léa releva brutalement la tête. « Quoi ? J'avais créé une application d'aide aux personnes âgées. Clara m'a financé, puis m'a volé mon entreprise. Ensuite, elle a détruit ma réputation. J'ai tout perdu, ma société, ma maison, ma famille. » Isabelle s'assit sur le banc à côté de Léa. « Elle vous a fait interner aussi ? Pire. Elle m'a fait accuser de détournement de fonds. J'ai fait 6 mois de prison. » Léa serra les poings. Cette garce avait déjà détruit d'autres vies avant la sienne. « Pourquoi vous me racontez ça ? Parce que vous n'êtes pas la première, Léa. Et vous ne serez pas la dernière. » Isabelle sortit un carnet de son sac et le tendit à Léa. 12 noms. 12 femmes que Clara a détruites ces 10 dernières années. Toutes des entrepreneuses brillantes, idéalistes, qui voulaient changer le monde. Léa parcourut la liste. Des noms qu'elle avait vus dans la presse économique, présentés comme des échecs entrepreneuriaux ou des burn-out. En réalité, toutes des victimes. Elle a un système parfaitement rodé. Elle repère des femmes talentueuses avec des projets sociaux.
Elle les finance généreusement. Elle gagne leur confiance. Puis elle les piège avec des contrats en béton. Et enfin, elle les détruit publiquement pour effacer les témoins. Mais pourquoi? Pour l'argent, bien sûr. Mais aussi pour le pouvoir. Clara Morrow est une psychopathe qui prend du plaisir à briser les femmes qui réussissent. Léa sentit une rage froide monter en elle. On peut porter plainte? Avec quelle preuve? Elle est trop intelligente. Tout est légal sur le papier. Isabelle se leva et tendit une carte à Léa. Mais nous, ses victimes, on s'est organisés. Discrètement. Léa lut l'adresse, un café à République. Venez ce soir, 20h. Il est temps que Clara Morrow paie pour ses crimes. Le soir, Léa poussa la porte du café, chez Simone. Dans l'arrière-salle, 9 femmes l'attendaient autour d'une table. Toutes d'âges différents, toutes avec la même lueur de détermination dans les yeux. Bonsoir Léa, dit Isabelle. Voici les survivantes de Clara Morrow. Chacune raconta son histoire. Sophie, 35 ans, avait créé une app de livraison écologique. Marine, 28 ans, une plateforme d'aide aux étudiants. Fatima, 42 ans, un réseau social pour seniors. Toutes avaient vécu le même calvaire, séduction, piège, destruction. Qu'est-ce qu'on peut faire? Demanda Léa. Clara prépare son prochain coup, dit Sophie. Une jeune fille de 24 ans, Emma Dubois. Covoiturage féminin. Elle va signer avec Clara la semaine prochaine. Il faut la prévenir. On a essayé. Elle ne nous croit pas. Comme nous à l'époque, elle est éblouie par Clara. Isabelle ouvrit son ordinateur portable. Mais cette fois, on a un avantage. Léa, tu es informaticienne. Et nous, on a 10 ans de preuves accumulées. Sur l'écran s'affichaient des centaines de documents, contrats, mais, enregistrements, photos. Pendant 10 ans, chacune d'entre nous a gardé des traces. Séparément, ça ne vaut rien. Ensemble. On peut la détruire, compléta Léa, ses yeux brillants pour la première fois depuis des semaines. Exactement. Mais il nous faut un plan parfait. Clara a des avocats, des relations, de l'argent. Nous, on n'a que la vérité. Léa se redressa sur sa chaise. La femme brisée qui dormait sous les ponts laissait place à l'entrepreneuse qu'elle avait toujours été. J'ai une idée. Dans 2 semaines, Clara donne une conférence internationale sur l'entrepreneuriat féminin responsable à la Sorbonne. 1000 personnes, médias du monde entier. Et alors? Et si on hackait sa présentation? En direct. Devant tout le monde. Les femmes se regardèrent, incrédules. Tu es sûre que c'est possible? Léa sourit pour la première fois depuis des mois. Un sourire de prédatrice. Clara m'a tout pris. Mais elle a oublié une chose, elle m'a appris à devenir impitoyable. Elle se leva et fit face aux 9 femmes qui l'entouraient. Mesdames, préparez-vous. Dans 2 semaines, Clara Morrow va vivre le pire moment de sa vie. En direct, devant le monde entier. Isabelle applaudit lentement. Bienvenue dans la résistance, Léa Ben Ali. Cette nuit-là, pour la première fois depuis un mois, Léa dormit dans un vrai lit. Isabelle l'avait hébergée dans son petit studio. Et pour la première fois depuis des semaines, elle rêva de victoire. Dans son pantouse, Clara Morrow finalisait sa présentation PowerPoint, comment j'ai aidé 13 femmes entrepreneuses à réaliser leurs rêves. Elle ne savait pas encore que ces 13 femmes préparaient sa chute. Définitive. L'amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne était bondé. 1000 personnes, journalistes du monde entier, caméras de télévision. Clara Morrow, impeccable dans son tailleur blanc, se dirigeait vers le pupitre sous les applaudissements. Dans la régie technique, cachée derrière les écrans, Léa connectait discrètement sa clé USB au serveur central. Ses doigts volaient sur le clavier. 10 jours de préparation pour ce moment. Test micro, dit Clara face à l'assemblée. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence sur l'entrepreneuriat féminin responsable. Léa sourit amèrement. Responsable, vraiment? En 10 ans de carrière, j'ai eu l'honneur d'accompagner 13 jeunes femmes brillantes dans la réalisation de leurs rêves. Léa appuya sur « Entrée ».
Les écrans géants de l'amphithéâtre s'éteignirent soudain. Clara fronça les sourcils mais continua. Ces entrepreneuses m'ont fait confiance pour. Les écrans se rallumèrent. Mais au lieu de la présentation de Clara, c'était le visage de Léa qui apparaissait. Bonjour Clara. Un murmure parcourut l'assemblée. Clara blêmit. Mesdames et messieurs, continua la voix de Léa depuis les haut-parleurs, je suis Léa Ben Ali. Clara vous ment. Elle ne nous a pas aidés. Elle nous a détruites. Clara tenta d'arracher les câbles, mais c'était trop tard. Les images défilaient sur les écrans, contrats piégés, preuves de manipulation, témoignages vidéo des 12 autres victimes. Voici Sophie Durand. Clara lui a volé son entreprise de livraison écologique. Le visage de Sophie apparut, Clara m'a ruiné en 2018. J'ai perdu ma maison, mes économies, ma famille. Voici Marine Petit. Application d'aide aux étudiants. Clara m'a fait chanter avec de fausses accusations. J'ai dû céder mon entreprise pour éviter la prison. L'amphithéâtre était maintenant dans un silence de mort. Les journalistes filmaient frénétiquement. Et voici comment Clara procède, continua Léa. Les écrans montrèrent des enregistrements audio secrets, Clara expliquant à ses associés comment casser psychologiquement les filles idéalistes, comment utiliser leur naïveté contre elles. Vous entendez sa vraie voix? Voici la femme qui vous parle d'entrepreneuriat responsable. Clara tenta de quitter la scène, mais les portes étaient bloquées. Dans la salle, les gens se levaient, scandalisés. Attendez, ce n'est pas fini, dit Léa. Clara, vous souvenez-vous d'Emma Dubois? Sur l'écran apparut une jeune femme en larmes. Clara devait signer avec moi demain. Grâce à Léa, j'ai découvert qui elle était vraiment. Elle a failli me détruire comme les autres. La foule commençait à huer Clara. Des téléphones filmaient de partout. Voici les preuves définitives, annonça Léa. Les écrans affichèrent les vrais comptes de Clara, millions détournés, sociétés offshore, chantage documenté. Mesdames et messieurs les journalistes, ces documents sont authentiques. Clara Moreau est une prédatrice financière qui s'attaque spécifiquement aux femmes entrepreneuses. Clara, effondrée, tomba à genoux sur scène. Elle savait que sa carrière venait de s'achever en direct devant le monde entier. Clara, dit Léa, sa voix résonnant dans l'amphithéâtre, vous m'avez appris une chose précieuse. Parfois, la meilleure vengeance, c'est la vérité. Les images s'éteignirent. Dans le silence total, on entendit les sirènes de police qui approchaient. 5 ans plus tard. Léa ajustait sa robe de mariée devant le miroir de sa nouvelle maison à Montmartre. Par la fenêtre, elle voyait Paris s'étendre sous le soleil de juin. Tu es magnifique, dit Théo en entrant dans la chambre. Il portait un costume gris perle et tenait un bouquet de tournesol, comme lors de leur premier rendez-vous. Prêt pour notre mariage, demanda-t-elle. Prêt pour notre vie, répondit-il en l'embrassant. Ils descendirent dans le jardin où les attendaient leurs invités, Nour, Sarah, Chloé, revenus après la chute de Clara, Isabelle et toutes les femmes du réseau, devenues ses meilleures amies. Et là, assis au premier rang, ses parents. Sa mère, rayonnante, tenait dans ses bras la dernière création de son atelier d'architecture sociale, les plans d'un refuge pour femmes battues. Son père, en rémission depuis 3 ans, pleurait de joie. Mes enfants, dit-il en les voyant approcher, je suis si fier de vous. La cérémonie fut simple et égalitaire. Léa et Théo s'échangèrent leurs vœux sous les applaudissements. Je promets de t'aimer dans l'égalité parfaite, dit Théo. Tes rêves sont les miens, tes combats sont les nôtres. Je promets de construire notre bonheur ensemble, répondit Léa. Comme partenaires, comme égaux, comme complices. Après la cérémonie, Léa porta un toast. À toutes les femmes qui refusent de baisser les bras. À celles qui transforment leur souffrance en force. À la sororité qui nous rend invincibles. Elle leva son verre vers le ciel bleu de Paris. Et à Clara Moreau, qui purge actuellement sa 15e année de prison. Merci de m'avoir appris que parfois, il faut tomber au plus bas pour apprendre à voler. Les invités applaudirent. Dans un coin du jardin, la petite Espérance, 3 ans, fille de Léa et Théo, dessinait sur sa tablette la nouvelle application que maman développait, Rebuilder, pour aider les femmes à reconstruire leur vie après un échec.
Ce soir-là, en regardant les étoiles depuis sa terrasse, Léa repensa à cette fille de 23 ans qui avait claqué la porte de chez ses parents pour changer le monde. Elle avait réussi. Mais surtout, elle avait appris que le vrai succès, ce n'était pas de gagner seule. C'était de gagner ensemble.